Ok, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire de la VET Toolbox sur notre appel à propositions en matière d'inclusion dans l'enseignement et la formation professionnelle. Je m'appelle Thibaut Monnier et je suis responsable de la communication pour la VET Toolbox. Et à mes côtés aujourd'hui, ma collègue Catherine Kilis, responsable administrative et financière, et Martha Bonjour. Macoul, Bonjour. responsable des subventions et experte en matière d'enseignement et de formation professionnelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord partager avec vous une courte animation. C'est une animation d'1 minute qui présente les grandes lignes de cet appel à proposition. Et puis, on reprend la présentation avec vous d'ici une petite minute. Merci et d'ores et déjà un bon visionnage. Bonjour, je m'appelle Martha et je travaille pour la VToolbox. Avec mes partenaires, nous voulons doter les publics de l'enseignement et de la formation professionnelle des compétences nécessaires pour le marché du travail. Notre problème est que peu de personnes ont accès à la formation professionnelle, et qu'elles sont également peu nombreuses à perdurer dans ces systèmes ou à aboutir avec succès au cycle de formation. Vous avez la solution, mais vous manquez de moyens. Nous pouvons vous soutenir. Nous soutenons des stratégies et des approches innovantes pour améliorer les opportunités d'emploi pour les groupes désavantagés et vulnérables à travers l'enseignement et la formation professionnelle. C'est simple, visitez vetoolbox.eu, lisez les documents de l'appel à proposition et envoyez votre note conceptuelle. Envoyez votre note conceptuelle pour le 15 février 2019 au plus tard, midi heure de Bruxelles. La VToolbox, des compétences utiles pour tous. Voilà, merci de votre attention. On va donc bientôt rentrer dans le vif du sujet. Avant d'attaquer les directives de cet appel à proposition, j'aimerais partager avec vous quelques spécifications techniques par rapport au logiciel qu'on utilise aujourd'hui. Donc, sachez que vous êtes tous en Listen Only Mode. Cela signifie que vos écouteurs fonctionnent, évidemment, mais votre microphone ne fonctionne pas. Nous n'utilisons pas non plus les webcams aujourd'hui pour faciliter la présentation. Et alors, dans le coin droit de votre écran, vous devez normalement voir une petite flèche orange. Cette petite flèche orange, quand vous cliquez dessus, ça vous permet d'ouvrir le panneau de contrôle qui vous donne accès à la boîte à questions dans laquelle vous pouvez rédiger les questions durant cette session. Si jamais vous vous êtes trompé de langue, que vous êtes anglophone, que vous êtes inscrit à cette session ou alors que vous avez manqué une partie de la session, sachez que vous pouvez toujours visionner l'enregistrement sur notre site internet vettoolbox.eu. Nous le partagerons d'ici quelques jours. Et alors, si vous avez des questions concernant les présentations, eh bien, vous pouvez soit les rédiger dans la boîte à questions et nous tâcherons d'y répondre à la fin de cette session, pendant la session de questions-réponses. Si certaines questions sont restées sans réponse, eh bien, nous les publierons en même temps que toutes les autres questions sur notre site internet pour le 4 février au plus tard. Vous pouvez également utiliser notre email grant@vettoolbox.eu pour nous écrire d'autres questions que vous auriez et que vous n'auriez pas posées pendant ce webinaire, par exemple. Alors, on voulait vous remontrer ce slide qui présente la vue d'ensemble de cet appel à proposition parce qu'il y a des mots-clés dans le titre. Donc, cet appel à proposition vise à créer des stratégies et approches innovantes pour améliorer les opportunités d'emploi pour les groupes défavorisés et vulnérables, ce sont les groupes cibles, à travers l'enseignement et la formation professionnelle. À l'ordre du jour aujourd'hui, on va voir évidemment de quoi est composé cet appel à proposition, quels sont les objectifs principaux, les groupes cibles, les critères d'éligibilité, bien entendu le budget et les coûts éligibles, et quelles sont les prochaines étapes pour vous permettre d'obtenir le financement. Alors évidemment, l'objectif de ce webinaire est de nous concentrer davantage sur les aspects pratiques
et administratif de l'appel à proposition et sur la manière d'accéder à une subvention. Nous ne pourrons donc pas nous attaquer à tous les détails durant cette session, mais nous essaierons de souligner les points les plus importants. Nous rappelons par ailleurs que ce qui est dit au cours de cette session ne prévaut en aucun cas sur les documents de l'appel à proposition, qui reste l'unique référence légale et contractuelle. C'est pourquoi c'est très important, évidemment, de lire tous ces documents. Maintenant que nous avons vu l'agenda à l'ordre du jour, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Donc, quel est l'objectif général de cet appel à proposition? Eh bien, cet objectif est de contribuer à améliorer l'employabilité des groupes défavorisés et vulnérables. Comment voulons-nous atteindre cet objectif? À travers 4 priorités. La première priorité pour nous est l'accès. La deuxième est le taux d'achèvement. La troisième est la transition vers le marché du travail. Et la quatrième est l'apprentissage continu. Alors, bien entendu, on va vous donner un peu plus d'explications sur ces priorités. Donc, ces 4 priorités visent toutes à élaborer, tester ou mettre en œuvre des stratégies et des approches innovantes qui permettent de garantir, donc, premièrement, l'accès. Donc, il s'agit ici d'améliorer l'accès et la participation continue des groupes défavorisés et vulnérables au système de l'enseignement et de la formation professionnelle. La deuxième priorité donc, est le taux d'achèvement. Donc, l'objectif de cette priorité est de mettre en œuvre des mécanismes qui permettent d'empêcher les groupes défavorisés et vulnérables de quitter le système d'enseignement et de formation professionnelle et d'assurer leur intégration au marché du travail en mettant l'accent sur la préparation de ces personnes à un métier et un secteur professionnel. La troisième priorité est donc la transition. Il s'agit ici d'améliorer la transition des groupes défavorisés et vulnérables de l'enseignement et de la formation professionnelle vers le monde du travail et renforcer leur intégration sur ce marché, que ce soit un marché formel ou informel. Et puis la quatrième priorité, l'apprentissage continu. En réalité, vos approches et vos méthodes doivent garantir l'apprentissage en milieu du travail par la formation en cours d'emploi. Et elles doivent également favoriser la reconnaissance de ces acquis, de ces formations. Vous devez choisir parmi deux priorités parmi ces 4 priorités. C'est-à-dire que les candidats doivent développer des projets ciblant au moins 2 priorités sur 4. C'est à vous de choisir, mais on vous demande d'en développer au moins 2. Alors, les groupes cibles de cet appel à proposition, c'est évidemment un point clé. On privilégie, on favorise et on finance en réalité des actions qui ciblent diverses catégories de personnes défavorisées et ou vulnérables et qui impliquent au moins 250 apprenants de l'enseignement et de la formation professionnelle. Alors, quand on parle de groupe défavorisé, le groupe défavorisé doit être compris, selon notre définition, comme étant un groupe qui se trouve dans une situation défavorable, en particulier en ce qui concerne les possibilités d'emploi. Un groupe vulnérable est défini comme un groupe exposé au risque de se trouver dans une situation défavorable, également notamment en termes d'opportunités d'emploi. Et par conséquent, tous les groupes vulnérables ne sont pas des groupes défavorisés. Pour le présent appel à proposition, les femmes, les migrants et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, les personnes vivant dans des zones rurales et reculées, également les personnes handicapées et le quintile le plus pauvre sont considérées comme les principales catégories de groupes défavorisés et vulnérables. Mais bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Alors, les actions que vous proposez doivent avoir lieu dans l'un des 65 pays énumérés dans l'annexe L. La durée initiale prévue d'une action ne peut pas être inférieure à 18 mois ni excéder 24 mois. Et alors, maximum une candidature par pays sera attribuée. C'est la raison pour laquelle nous encourageons la coopération entre les partenaires du pays où l'action se déroule.
quels sont les critères d'éligibilité pour cet appel à proposition? Alors, avant d'aller plus loin, on va définir quels sont les rôles du demandeur chef de file, du candidat principal, ça veut dire, et le rôle du co-demandeur. Alors, le rôle du demandeur chef de file, eh bien, c'est lui qui soumet directement le formulaire de demande. Le demandeur chef de file est également directement chargé de la préparation et de la gestion de l'action avec le ou les co-demandeurs et avec l'entité ou les entités affiliées, on va y revenir plus tard, ce qui signifie que vous représentez et agissez au nom de tout autre co-demandeur, le cas échéant, et coordonnez la conception et la mise en œuvre de l'action. Vous êtes donc le coordinateur direct et le principal interlocuteur d'Enable, qui est l'autorité contractante, le pouvoir adjudicateur, comme il est dit dans les directives. Vous deviendrez le bénéficiaire identifié comme coordinateur à l'annexe E3H1 dans les conditions particulières. Donc ça, on fait référence à des documents que vous pouvez trouver notamment sur le site internet, les annexes des documents de l'appel à proposition. Et n'oubliez pas que vous devez également agir avec au moins un co-demandeur. C'est une condition. Le rôle du co-demandeur maintenant. Les co-demandeurs participent à l'élaboration et la mise en œuvre de l'action avec le demandeur principal, chef de file, et les frais qu'il supporte sont éligibles au même titre que ceux supportés par le demandeur chef de file. Les co-demandeurs doivent signer le mandat figurant dans la partie B, section 4, du formulaire de demande de subvention que vous pouvez trouver sur notre site internet VetToolbox. Et vous deviendrez donc en tant que co-demandeur le ou les bénéficiaires de l'action avec le demandeur chef de file. Les co-demandeurs, c'est important, doivent satisfaire aux mêmes critères d'éligibilité que ceux qui s'appliquent au demandeur chef de file lui-même, bien qu'il y ait quelques catégories supplémentaires, mais on va également y revenir dans quelques instants. Alors, le demandeur chef de file. Le demandeur chef de file, c'est-à-dire le candidat principal, donc le principal interlocuteur pour Enable, doit être une personne morale et un acteur non étatique à but non lucratif. Le demandeur chef de file doit absolument agir au moins avec un co-demandeur. Ça peut être plus, mais il doit y avoir minimum un co-demandeur. Alors, qui peut postuler en tant que demandeur chef de file? Pour vous donner des exemples, par exemple, les institutions à but non lucratif, les organisations non gouvernementales, les organisations communautaires, les organismes sans but lucratif du secteur privé, mais également les réseaux au niveau local, national, régional et international, comme par exemple un réseau de chambres de commerce pourrait postuler en tant que demandeur chef de file. Par contre, les organisations internationales créées en vertu d'accords internationaux ne sont pas éligibles. Pour vous donner un exemple, les agences de l'Organisation des Nations Unies ne sont pas éligibles en tant que demandeur chef de file. Hop, excusez-moi. Donc, comme je vous le disais juste avant, les critères d'éligibilité des co-demandeurs sont les mêmes que ceux du demandeur chef de file, sauf qu'en plus, ces co-demandeurs peuvent également être des institutions et organisations du secteur public, comme par exemple des centres de formation, d'enseignement et de formation professionnelle, des services à l'emploi ou des autorités du secteur public, comme des autorités nationales, régionales et locales. Alors, il est important de noter que les institutions et organisations à but lucratif peuvent postuler en tant que co-demandeurs, mais la subvention qu'ils reçoivent à travers la VetToolbox ne doit donner en aucun lieu des bénéfices. Ils ne peuvent pas faire de bénéfices. Pour vous donner un exemple de partenariat possible, un demandeur chef de file peut par exemple être une organisation non gouvernementale qui remet une proposition avec comme co-demandeur un centre de formation professionnelle. Ou un autre exemple, un demandeur chef de file pourrait par exemple être une fédération d'employeurs qui décide de remettre une proposition avec deux co-demandeurs et pas un seul, qui pourrait par exemple être un service public d'emploi et une autorité publique d'accréditation dans l'enseignement et la formation professionnelle.
Alors, le demandeur principal ou le codemandeur doivent bien entendu être enregistrés dans le pays où l'action se déroule. Il suffit que l'un des deux soit enregistré et établi dans le pays où la mise en œuvre doit avoir lieu. Pas nécessairement les deux. Donc un des deux doit être enregistré dans l'action, dans le pays pardon, où l'action se déroule, mais pas nécessairement les deux. Alors, vous avez accès à la liste complète des pays éligibles dans le cadre de cet appel à proposition dans l'annexe L qui se trouve également accessible sur notre site internet. Mais pour vous donner une idée rapide, les pays asiatiques, il y a beaucoup de pays asiatiques qui sont énumérés dans cette annexe, des pays africains également. Les États membres de l'Union européenne sont également éligibles, ainsi que la Suisse, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, selon les accords en vigueur avec l'Union européenne. Alors, nous allons maintenant voir un peu plus en détail ce que sont les entités affiliées. Donc, en réalité, vous pouvez également vous entourer d'une entité affiliée pour présenter une proposition dans le cadre de cet appel. Si vous voulez renforcer votre proposition et avoir, par exemple, une expertise supplémentaire dans cette proposition. Alors, qui sont ces entités affiliées? Eh bien, ce sont des entités contrôlées directement ou indirectement par le demandeur. Il peut s'agir de filiales du premier rang ou de deuxième rang ou de sous-filiales. Les entités affiliées, il peut également s'agir d'entités contrôlant directement ou indirectement le demandeur, les sociétés mères par exemple. Les entités contrôlées directement ou indirectement au même niveau que le demandeur, les sociétés sœurs. Et enfin, il peut s'agir d'entités du même réseau, de la même fédération ou de la même association. Alors, certaines entités affiliées ne sont pas éligibles en tant qu'entités affiliées. Donc, les attributaires, par exemple, d'un marché lancé par un demandeur principal ou ses sous-traitants, les entités à qui un service public est délégué ou concédé pour le compte d'un demandeur, eh bien, ne sont pas éligibles en tant qu'entités affiliées. Les entités qui perçoivent un soutien financier de la part du demandeur ne sont bien entendu pas non plus éligibles, ainsi que les entités qui collaborent régulièrement avec un demandeur sur la base d'un protocole d'accord ou qui partagent des actifs avec lui. Les entités qui ont signé un accord de consortium dans le cadre du contrat de subvention ne sont également pas éligibles. Alors on continue. Excusez-moi, je reviens au slide d'avant. Alors, il y a 3 types d'activités que nous finançons dans le cadre de cet appel. Donc, il y a la première activité, il s'agit du pilotage, la seconde, le développement des connaissances, et la troisième, la sensibilisation. Avant de vous en dire un petit peu plus, sachez que les 2 premières activités sont obligatoires et conditionnelles, tandis que la troisième est facultative. Ça, c'est pour votre information. Bien entendu, on recommande de pouvoir développer les 3 activités, mais vous pouvez ne développer que les 2 premières. Excusez-moi, je suis dans mes notes. Alors, quand on parle de pilotage, donc il s'agit vraiment ici de la mise en œuvre de votre projet. Donc, vous devez couvrir des objectifs spécifiques en matière d'accès, d'achèvement, de transition et de formation continue. Donc, vous vous souvenez, c'est les priorités dont on parlait au début de cette présentation. Pour ce type d'activité, bien les activités suivantes pourraient par exemple être prévues. Donc, de la reconnaissance des acquis, des cours de transition, des séances de travaux dirigées et des programmes de mentorat supplémentaires, des actions antidiscriminatoires, des conseils sociaux, de l'adaptation de programmes et de matériel de formation en fonction des besoins des groupes défavorisés et vulnérables, etc. Donc, il y a toute une possibilité de création d'activités de pilotage. On vous donne juste quelques exemples, mais voilà, il y a beaucoup de choses à développer. En termes de développement des connaissances, le type d'activité numéro 2, qui est, je le rappelle, également obligatoire, eh bien, il s'agit d'utiliser l'expérience tirée de votre pilote pour approfondir un ou plusieurs produits de connaissances. Donc, pour ce type d'activité, vous pouvez par exemple élaborer des lignes directrices, des outils pratiques, des manuels
des instruments qui permettent la systématisation de l'expérience pilote et des bonnes pratiques, etc. Ici encore, ce sont juste des suggestions, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées dans le cadre du développement des connaissances. Alors, le troisième type d'activité, la sensibilisation. Donc, il s'agit ici de sensibiliser aux droits des groupes défavorisés et vulnérables et à leur autonomisation. Par exemple, vous pouvez organiser des campagnes de communication et de visibilité qui permettent de sensibiliser aux droits de ces groupes vulnérables, des ateliers de sensibilisation ou de prise de conscience, des clips vidéo, radio. Ici encore, la liste est non exhaustive et les possibilités sont nombreuses. C'est à vous de faire votre choix. Alors, quelles sont les actions inéligibles dans le cadre de cet appel à proposition? Eh bien, ces actions, ce sont des actions qui sont uniquement ou principalement des parrainages individuels pour la participation à des ateliers, des séminaires, des conférences et des congrès. Ce sont aussi les actions qui sont uniquement ou principalement des bourses individuelles d'études ou de formation. Ce sont aussi des actions qui sont principalement ou uniquement, qui visent uniquement l'amélioration des installations, des infrastructures et des équipements. Également des actions qui sont uniquement ou principalement l'acquisition d'immeubles ou de véhicules, le développement des capacités privées et individuelles des candidats, et enfin tout ce qui concerne uniquement ou principalement les programmes de formation impliquant la poursuite d'études supérieures conduisant à la délivrance d'un diplôme supérieur universitaire ou post-diplôme. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Catherine qui va vous en dire plus sur les aspects administratifs et financiers. Voilà. Merci Thibaut. Bonjour tout le monde. Je continue maintenant avec quelques mots sur le budget et sur les coûts éligibles. Et après, on va vite pour parcourir les prochaines étapes. Sur le budget d'abord, donc un montant global de 4 millions d'euros est prévu pour cet appel. Mais le budget par subvention se situe entre 250 et 400 000 euros. Et nous vous demandons de préparer un budget détaillé en euros pour la durée globale et pour la première année. Et donc, vous pouvez utiliser le template en annexe B qui se trouve sur notre site web. Enabel va financer maximum 90% de votre budget et le solde doit être financé par des autres sources. Attention, après, dans la demande complète, la contribution d'Enabel ne peut s'écarter de plus de 20% de l'estimation initiale. Donc, même à ce stade-ci, il faut déjà bien réfléchir sur le budget. Une vérification des dépenses sera effectuée par Enabel ou par un organisme externe mandaté par Enabel. Pour cet audit aussi, il faut prévoir un budget dans l'annexe B. Par rapport aux coûts éligibles, ils sont tous listés dans l'article 4 des conditions générales, dans l'annexe G, qui se trouve également sur notre site web. Attention que des frais effectivement supportés par le bénéficiaire ou les entités affiliées pendant la mise en œuvre sont éligibles. Vous pouvez, dans votre budget, incorporer une réserve pour un prévu de max 5% des coûts directs éligibles. Et vous pouvez également rajouter un forfait de max 7% des coûts directs éligibles pour supporter vos frais indirects. En ce qui concerne les taxes, ils sont inéligibles sauf si vous pouvez démontrer que vous ne pouvez pas les récupérer. Alors, ils deviennent éligibles. Les coûts suivants sont inéligibles. Il s'agit des dettes et des intérêts payés pour ces dettes. Il s'agit des provisions pour pertes ou dettes futures éventuelles. Il s'agit aussi des coûts déclarés par vous
qui sont déjà financés par une autre action ou programme de travail qui bénéficie d'une subvention de l'UE. On ne finance pas les achats de terrain ou d'immeubles, ni les pertes de change et ni les crédits à des tiers. Toutes les informations concernant cet appel et comment postuler se trouvent sur notre site web. Et donc, avant d'envoyer la note succincte, veuillez, s'il vous plaît, consulter ce site web. Et merci de lire attentivement la ligne directrice. Merci de regarder nos animations vidéo. Si vous avez encore une question, vous pouvez d'abord consulter les questions et les réponses listées sur notre site web qui seront actualisées régulièrement. Si vous n'avez pas trouvé la réponse, alors envoyez votre question au grant@vettoolbox.eu au plus tard le 25 janvier 2019. Concrètement, maintenant, pour envoyer les notes succinctes, il faut remplir dûment le formulaire de demande de subvention, plus les annexes requises, et donc pas d'autres documents. Remplir en français ou en anglais. Il faut un original et 2 copies sur papier, format A4, et également une version électronique sur clé USB qui doit avoir exactement le même contenu que la version papier. Vous devez envoyer les documents et la clé USB dans une enveloppe scellée et mentionner la référence, donc VET-Toolbox 2018-001, plus le titre de cet appel, plus les mots ne pas ouvrir dans la séance, avant la séance d'ouverture. Vous pouvez envoyer tout par courrier recommandé ou bien par messagerie express privée ou bien par mise en main propre ici à Bruxelles. Attention, les notes envoyées par email seront rejetées, donc ce n'est pas autorisé. Et voilà un tableau avec les prochaines étapes. Donc aujourd'hui, nous avons notre réunion d'information sous forme de webinaire. Après, vous pouvez jusqu'au 25 janvier encore envoyer vos questions à l'adresse mail Enabel, c'est-à-dire grant@vettoolbox.eu, grant sans S, @vettoolbox.eu. Après, nous allons les répondre au plus tard le 4 février 2019. Mais comme déjà dit, on va mettre la liste des questions et réponses régulièrement à jour sur notre site web. Mais donc, date limite pour avoir toutes les réponses, c'est le 4 février. La date la plus importante est bien sûr la date limite de soumission pour vos notes succinctes de présentation. Et la date, c'est le 15 février 2019 à 12 h, donc à midi, heure de Bruxelles. Après, nous allons analyser toutes les notes qu'on a reçues et vers fin mars, on veut vous informer sur la décision et éventuellement vous inviter à soumettre votre demande complète par le 10 mai 2019. On va vous informer par écrit. Après, au mois de mai et de juin, on va analyser les demandes complètes pour avoir les décisions fin juin. Et on espère de signer les contrats et de payer les premières tranches au mois de juillet et août 2019. Plus important pour l'instant, c'est de nous envoyer tout sur papier plus clé USB pour le 15 février 2019 au plus tard. Et donc l'adresse se trouve dans la ligne directrice. Maintenant, nous allons prendre juste 2 minutes pour regarder vite vos questions et nous reviendrons vers vous le plus vite possible. Voilà, merci à tous pour votre patience. Nous étions en train de collecter toutes vos questions. Nous allons répondre à la plupart de ces questions. Donc, une question a été posée concernant l'éligibilité des ONG belges. Est-ce que une ONG belge peut être éligible? Oui, elle peut être éligible, mais en tant que demandeur chef de file. Mais vous devez dans ce cas vous assurer que votre co-demandeur est enregistré dans l'établissement où l'action se déroule. Voilà.
Alors, est-ce que des ONG belges qui sont subventionnées par la DGD, donc par notre organe de tutelle, le ministère du Développement, peuvent également être éligibles? Alors, la réponse est oui, elles sont également éligibles. On a reçu également une question qui demande pourquoi un programme de formation conduisant à un diplôme universitaire n'est pas une action éligible. Alors, ça peut être une action éligible, un programme de formation conduisant à un diplôme universitaire, mais ça doit être seulement une partie de votre action. Ça ne peut pas être l'entièreté de votre action, ne peut pas concerner un programme de formation conduisant à un diplôme universitaire. Ça doit être une partie de votre proposition, mais pas l'entièreté. Alors, je lis les questions. Donc, une question nous a été posée concernant l'inéligibilité des organisations internationales. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point? Bien, pour cette question, la réponse est assez simple. En fait, il s'agit simplement d'un choix qui a été fait au sein du projet avec les partenaires de ne pas financer les organisations internationales, de plutôt favoriser la société civile notamment et toute la liste des organisations éligibles en tant que demandeur chef de file. Alors, le demandeur chef de file, autre question, pour des actions, peut-il être éligible pour des actions dans un pays africain s'il vient d'un pays européen? Alors, ça rejoint un peu la première question qu'on a abordée tout à l'heure. Oui, un demandeur chef de file pour des actions dans un pays africain peut être issu d'un pays européen, mais dans ce cas, son co-demandeur doit être enregistré dans le pays où l'action se déroule. Alors, concernant les entités affiliées, on nous demande si les membres d'un réseau ou d'une fédération sont éligibles en tant qu'entité affiliée. La réponse est oui. Et nous vous invitons à lire les lignes directives qui sont également accessibles sur le site internet à ce sujet. Nous vous renvoyons page 9, entre les pages 9 et page 11, car il y a pas mal de documentation sur les entités affiliées. Donc là, vous pourrez vraiment voir en détail ce qu'on entend par entité affiliée. Maintenant, je vais laisser une question financière, deux questions financières administratives pour ma collègue Catherine. Bonjour, on a reçu une question. Si par exemple dans 5 pays, il y aura une activité avec 5 co-demandeurs et un chef de file, je suppose que la question c'est que si c'est éligible ou pas. Et donc je réfère vers page 14 des lignes directrices. Là, on dit qu'un co-demandeur ne peut pas être un co-demandeur dans plus d'une demande dans le cadre du présent appel à proposition. Donc, ça veut dire que oui, un chef de file et oui, 5 co-demandeurs si ce n'est pas le même co-demandeur qui est actif dans les 5 pays. Puis, on a reçu une question plutôt financière. Question, les 10% budget total doivent être financés sur sources externes, donc sources autres qu'Enabel. Est-ce possible d'inclure les immobiliers et terrains valorisés? Et là, je vais référer vers page 15 des lignes directrices où il s'agit des contributions en nature. Donc, je vous donne le conseil de vraiment bien parcourir ce chapitre, contribution en nature. Donc, en fait, on peut accepter un cofinancement en nature si nous le jugeons nécessaire ou approprié. Mais en même temps, on dit dans les lignes directrices que les contributions de type immobilier doivent être exclues du calcul du montant de cofinancement. Donc, pour moi, la réponse, c'est non. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Entre-temps. Oui, et on va encore répondre, peut-être prendre une question parce qu'on voit qu'au niveau du temps, on arrive bientôt au terme de cette session. Alors, il y a une question, la dernière question, on va terminer avec ça, concernant l'éligibilité d'un centre de formation professionnelle privé. Si c'est pas payé par le gouvernement. Alors, c'est une bonne question et effectivement, la réponse est oui, un centre de formation professionnelle privé est éligible à partir du moment où il n'est pas subventionné déjà par le gouvernement qui serait lui-même un demandeur chef de file. J'espère que la réponse est claire. Donc, c'est oui.
s'il n'est pas évidemment déjà en partenariat pour une subvention dans le cadre de cet appel. Et il peut également être, un centre de formation professionnelle privé peut également être éligible comme co-demandeur. Voilà, nous... Oui, ma collègue me fait remarquer qu'effectivement, toutes ces questions, c'est important, toutes ces questions vont être répondues sur le site internet. Donc, on va lister toutes ces questions avec leurs réponses sur notre site internet. On va les publier très prochainement. Vous serez informés de tout ça. Et on mettra la liste de ces questions et des réponses à jour jusqu'à la date limite. Jusqu'au 4 février en réalité. Voilà, donc merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute et bien nous vous souhaitons d'ores et déjà bonne chance pour votre candidature et espérons pouvoir bientôt lire vos notes conceptuelles. Excellente journée, l'équipe de la VET Toolbox.